bien, on en vient à la tradition qui veut que le nouveau président ou la présidente fasse son discours d'introduction. Alors, ce discours, je vais le dédier à deux personnes qui ont compté pour moi. La première, à notre confrère, regretté confrère Louis David, qui a été mon professeur de paléontologie dans mes études universitaires, qui a été le directeur de l'unité de paléontologie stratigraphique associée au CNRS, dont j'ai été membre pendant mon activité de recherche. La deuxième personne, c'est Yves Lemoigne, qui a été mon professeur de botanique, qui a été vice-président de l'université et qui a créé l'équipe de paléobotanique de Lyon, dont j'ai pris la suite à son départ à la retraite. Donc, compte tenu de mes activités de recherche, il me semblait nécessaire de parler de paléobotanique, mais aussi de parler de plantes actuelles. Comme vous le savez peut-être, j'ai été pendant 25 ans directeur des herbiers de l'université, un herbier qui est important. On a parlé tout à l'heure de l'herbier de Paris, qui est le premier au monde, mais l'herbier de Lyon est le deuxième universitaire au monde, avec 4 400 000 spécimens. Donc j'ai décidé de vous parler de l'origine et de l'évolution des plantes à fleurs. Voilà le plan de mon exposé que je vous propose. D'abord, une définition de la flore. Parler de plantes à fleurs, c'est aussi parler d'évolution végétale. Parler de l'origine des plantes à fleurs, appelées angiospermes, à partir de la connaissance des plantes actuelles. En parler aussi à partir des restes fossiles que l'on connaît. Et puis ensuite, nous verrons les facteurs qui ont favorisé cette apparition. D'abord des facteurs biologiques, ensuite des facteurs géologiques, et un petit paragraphe très court sur le devenir des plantes à fleurs. Sont-elles en danger? Alors, les fleurs sont les organes reproducteurs des angiospermes ou plantes à fleurs. Et la notion d'angiosperme est caractérisée par un ovule qui est enfermé dans une cavité close. Alors la fleur, une fois fécondée, va donner un fruit. Et donc on voit que la fleur classique a des pièces périanthères, sépales et pétales, des étamines, et puis un gynécée avec un élément clos qu'on appelle le carpel, qui contient l'ovule, qui n'est pas le gamète femelle comme chez les animaux, mais cet ovule contient le gamète femelle qui est l'oosphère. Alors les fleurs dans la nature ne sont pas forcément toutes spectaculaires. Il y a des fleurs qui ont des périanthes non colorées, des fleurs qui n'ont pas de périanthe, donc elles peuvent être de nature diverse. Les fleurs, elles peuvent être utilisées dans la vie de tous les jours, en pharmacie. Si elles sont fécondées, les fruits peuvent être consommés. Elles peuvent être utilisées dans l'industrie, en textile. La nature de la fleur, de la plante elle-même peut être utilisée dans l'industrie. Elle peut être utilisée aussi, on le voit, dans nos jardins que l'on a dans les villes de tous les jours. Alors, les angiospermes, c'est le règne végétal. Et parmi les plantes terrestres, les angiospermes, c'est environ 300 000 espèces. Il y a à côté les gymnospermes ou conifères, 750 espèces. Les fougères, 1250 espèces. Et les mousses, environ 16 000 espèces. Il y a naturellement aussi des plantes aquatiques, ce sont les algues. Parler de plantes à fleurs, c'est obligatoirement être sensible à l'évolution végétale. Donc, les plantes à fleurs se cantonnent dans la période qu'on appelle le Mésozoïque, entre 220 et 65 millions d'années. Et elles apparaissent à peu près à 100 millions d'années.
Alors, cette période du Mésozoïque, c'est, comme vous le savez, c'est la période des dinosaures. Et les dinosaures, eh ben, ils ont connu les plantes à fleurs seulement à la fin de leur vie. Vers la fin de leur vie, c'est à peu près 65 millions d'années. Alors, quand on regarde l'évolution végétale, et si on résume cette évolution en une année, comme l'a voulu l'astronome allemand Heinrich Schlendorf, eh bien, dans une année, les plantes vont conquérir le milieu terrestre à peu près à la fin novembre, et les plantes à fleurs apparaissent à peu près quelques jours avant Noël. Donc, quand on regarde l'évolution en nombre d'espèces, on voit que c'est une évolution à peu près continue, sauf à la limite PT, c'est-à-dire Permien-Trias, au passage de l'ère primaire à l'ère secondaire, où il y a eu disparition d'un grand nombre d'espèces qui constituaient ce qu'on appelle la flore houillère, c'est-à-dire toutes les fougères en particulier qui se développaient autour des lagunes houillères. Puis progressivement, ce nombre d'espèces a augmenté et l'on voit au niveau de la flèche rouge que c'est à partir de l'apparition des angiospermes qu'il y a eu une explosion du nombre d'espèces avec une radiation très importante de ces espèces. Alors quand on regarde globalement les groupes végétaux de l'ère primaire jusqu'à l'actuelle, on s'aperçoit que des groupes étaient très développés à l'ère primaire, ont continué jusqu'à l'actuelle, mais avec un nombre d'espèces plus faible. D'autres ont continué avec un nombre relativement important d'espèces. D'autres ont complètement disparu. Et on voit ici sur la droite de la figure les angiospermes qui montrent à l'époque actuelle un grand nombre d'espèces présentes. Cette apparition des angiospermes, elle a troublé et Charles Darwin qui parlait d'un abominable mystère. C'est vrai que c'est un mystère qui est peu à peu éclairci, mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur cette apparition. Alors voyons tout d'abord les présentations, les quelques théories qui ont été proposées à partir des plantes actuelles. Alors il y a la théorie de Corner, qu'on appelle la théorie du durian, qui est un arbre qu'on trouve en Malaisie, qu'il considérait comme un des premiers arbres qui avait pu faire son apparition à l'époque des angiospermes, avec un fruit très grand, de grande taille, jusqu'à 40 cm de longueur, épineux, avec de très grosses graines. Et il imagine que dans ces forêts tropicales, il y a eu un passage progressif d'arbres, disons, de type pachyscole, c'est-à-dire d'arbres avec un port ressemblant un peu à un palmier, c'est-à-dire peu de ramifications au sommet, des fleurs terminales, à des arbres leptocoles plus ramifiés, avec des graines peu plus petites et progressivement un passage vers les plantes herbacées. La deuxième théorie qui est connue, c'est celle de Lehante, qui a été défendue par Herbert Parking en 1907, qui a été largement soutenue par Armen Takhtajian, qui est un botaniste russe, qui est à l'origine des notions de Magnoliopsida, c'est-à-dire le magnolia, et Liliopsida, c'est-à-dire les liliacées. Cette théorie qui prévoit que les premières fleurs étaient bisexuées, acycliques, à périanthe pétaloïde, un peu comme on peut l'observer chez les magnolias, dont vous avez des fleurs ici présentes, ou dans des familles voisines, comme celle des Myristicacées, c'est-à-dire la muscade, ou des Annonacées, comme le cananga. Une autre théorie, c'est la théorie de la pseudanthe de Zimmermann, qui considérait, lui, que les premières fleurs étaient des fleurs unisexuées, donc avec séparation fleurs mâles et fleurs femelles, cycliques, à périanthe réduit, comme on peut l'observer actuellement chez certaines plantes, comme par exemple les pipéracées, le poivrier, pipère, ou les Amamelidaceae.
D'autres auteurs ont considéré que les plantes aquatiques pouvaient avoir une origine importante. Pourquoi? Parce qu'elles ont un système végétatif relativement simple. Dans l'eau, les feuilles sont ce qu'on appelle de type lacinier, avec un limbe peu développé, et souvent des fleurs, qui sont des fleurs qui se développent en général hors de l'eau, étaient des fleurs simples, avec souvent des tépales, c'est-à-dire pas de différenciation entre pétales et sépales, comme on peut le voir ici sur l'espèce de Kabomba qui est présentée. Alors, des études de phylogénie moléculaire ont été réalisées pour étudier un petit peu le génome des plantes. Et donc, deux hypothèses peuvent être retenues, au moins au départ, celle des magnolides, et celle des paléoherbes, c'est-à-dire des plantes plutôt de type plantes aquatiques. Alors, la phylogénie moderne qui a été réalisée montre qu'il y a un ensemble qu'on appelle le groupe Anita, qui représente au niveau génétique un certain nombre de caractères un peu particuliers, peut-être primitifs, entre guillemets, c'est-à-dire les emborélacées, les nymphéacées, les iliciales, les triméniacées et les austrobéléales. Dans ce groupe Anita, il y a notamment une espèce Amborella trichopoda, qui est une plante que l'on trouve dans les sous-bois de Nouvelle-Calédonie. C'est une plante qui a des caractères un peu particuliers, c'est-à-dire que l'angiospermie n'est pas une angiospermie complète, c'est-à-dire que les graines sont ouvertes et non enfermées dans une cavité close. Et c'est des plantes que l'on considère comme ayant le génome le plus primitif, mais ce n'est pas forcément ce type ancestral des angiospermes. Alors, ces plantes vivent dans les sous-bois. Et il y a une hypothèse qui a été proposée par Field, qui est l'hypothèse du dark disturb, c'est-à-dire le fait que dans ces milieux de sous-bois, où il y a beaucoup d'ombre, avec une photosynthèse un peu particulière, les plantes pouvaient avoir une multiplication végétative importante. Et on considère parfois que c'est le milieu de vie de ces premières plantes à fleurs. Alors, au niveau de la biologie moléculaire, on a fait une estimation de la date d'apparition des angiospermes à peu près entre 200 et 150 millions d'années, c'est-à-dire que c'est à peu près au début du Jurassique, c'est-à-dire une période où on n'a pas de véritables plantes à fleurs connues à l'état fossile. Il y a eu des études récentes qui ont été faites par des chercheurs de l'INRA, de l'Institut national de recherche agronomique, qui ont fait des études d'ADN sur un certain nombre d'espèces de plantes cultivées, et ils en ont déduit le génome ancestral de la première plante à fleurs, qui aurait 15 chromosomes et environ 20 000 gènes. Alors, il y a aussi des études qui ont été faites au niveau du génome. Et on s'aperçoit que lorsqu'on regarde le patrimoine génétique d'un groupe qu'on appelle le groupe des chlamydospermes, c'est-à-dire dans lequel il y a des Weltrichia, des Gnetums, des Ephedra, et bien notamment cette plante ici, Weltrichia mirabilis, c'est une plante qui vit dans des conditions extrêmement difficiles, une plante qui peut vivre plus de 1000 ans et qui a un feuillage un peu particulier, avec des pieds mâles et des pieds femelles. Et des chercheurs ont montré que le patrimoine génétique de ces plantes était très proche de celui des premières plantes à fleurs. Donc on est obligé d'admettre qu'il y a un ancêtre commun qui a permis progressivement l'acquisition de ces plantes à fleurs. Alors maintenant,
que dire des fossiles? Alors, il y a un certain nombre de groupes fossiles connus qui ont réalisé une pseudo-angiospermie. Par exemple, à votre gauche, le groupe des ptéridospermales, groupe qui était très développé à l'ère primaire, mais aussi à l'ère secondaire. Ça veut dire étymologiquement les fougères à graines. En fait, elles n'avaient pas des graines, mais des ovules. Et on voit nettement la présence de pennes portant des ovules qui ne sont pas protégés, mais dans ce groupe, on a une évolution qui montre la protection progressive dans certains genres à partir de bractées qui vont enfermer les ovules dans une cavité close. Ensuite, en dessous, le groupe des glossoptéridales. C'est un groupe fossile de l'hémisphère sud qui a vécu à la limite primaire, ère secondaire. Et dans ce groupe, il y a une évolution très intéressante des ovules, qui sont d'abord sur la gauche portés par des pennes, donc une penne d'ovules, et ensuite on voit progressivement dans certains genres l'apparition des ovules au niveau de la nervure médiane des feuilles, ovules droits, puis ensuite dans certains groupes ovules renversés, puis progressivement les bords des feuilles dans certains genres se retournent progressivement, c'est un bord révolute, et dans certains genres, il y a pratiquement une fermeture complète des ovules, c'est-à-dire que cette notion d'angiospermie, elle a été réalisée par d'autres groupes avant les angiospermes. Ensuite, en haut à droite, un groupe du Jurassique qui présente des feuilles composées de folioles et qui montre des ovules qui sont enfermés dans un ensemble clos, pratiquement clos, avec juste une petite ouverture. Et on a pu observer au niveau de ces ouvertures des éléments papilleux qui pourraient faire penser aux papilles des stigmates, papilles stigmatiques des plantes à fleurs. Enfin, le dernier groupe, celui des bénétitales, qui est un groupe très important à la période de l'ère secondaire, qui montre des éléments des ovules qui sont enfermés dans un ensemble clos, protégés par un certain nombre de bractées trichomateuses. Alors, on connaît aussi des restes. Certains, par exemple, celui qui est présent ici, qui ressemble un petit peu à des monocotylédones, avec une nervation un ensemble de nervures parallèles. Mais l'attribution aux angiospermes est difficile. En haut et à gauche, le genre Furcula, trouvé au Groenland au début du Trias, dont la nervation fait penser un petit peu à une nervation d'angiosperme, mais on n'a aucune preuve qu'il s'agit réellement d'une angiosperme. Enfin, on connaît aussi des restes de fleurs, notamment de type platane, de fleurs unisexuées, mâles ou femelles, et des restes foliaires aussi. Il y a des restes qui sont un peu plus spectaculaires. Alors, cette étude ici, qui a été faite au Potomac par un chercheur américain, est extrêmement intéressante. Il a étudié une série qui va du Barémien, c'est-à-dire la base du Crétacé, disons, moyen, jusqu'à l'Albien, sur à peu près 20 millions d'années. Et dans les mêmes strates, il a pu observer à la fois une évolution des restes foliaires et du pollen. Alors à la base de la série, comme on peut le voir ici au niveau des feuilles à la base, vous avez des feuilles qui sont ni typiquement des feuilles de conifères, ni typiquement des feuilles d'angiosperme par leur nervation. Mais progressivement, au fur et à mesure que l'on monte dans la série, on voit des feuilles. Par exemple, il y a une feuille qui ressemble à une feuille de nénuphar. Et un peu plus haut, en haut et à droite, une feuille qui ressemble à une feuille de hêtre,
avec une innervation dichotome typique. Ce qui, au niveau palynologique, alors des observations, disons, un petit peu comparables. À la base de la série, on a des pollens qu'on appelle monocolpés, avec un seul sillon, dont l'ultrastructure ne ressemble ni à une ultrastructure de conifères, ni à une ultrastructure d'angiosperme. En effet, il y a une étude qui a été faite par un chercheur de l'Université de Montpellier qui a montré que l'enveloppe externe des pollens, ce qu'on appelle l'exine, avait une ultrastructure différente suivant qu'on parle des conifères ou des angiospermes. Chez les conifères, l'ultrastructure est alvéolaire et chez les angiospermes, l'ultrastructure est columellaire. Et au fur et à mesure que l'on monte dans la série, on voit des pollens qui progressivement deviennent tricolpés avec 3 sillons, puis ensuite triporés avec 3 pores, c'est-à-dire des pollens d'angiospermes évolués, avec une organisation ultrastructurale typique des pollens d'angiospermes. Alors au niveau des restes, des restes qui sont attribués avec certitude à peu près au niveau du Crétacé moyen, il y a au niveau des paléoherbes de belles empreintes avec des inflorescences connues dans l'Aptien d'Australie. Et aussi en Amérique, on a trouvé, aux États-Unis, on a trouvé des empreintes ressemblant un peu aux magnolias, avec une infrutescence typique ressemblant aux magnolias, avec des follicules contenant un grand nombre de graines. Alors, pour en revenir un petit peu à l'origine possible des angiospermes à partir des plantes aquatiques, on a un certain nombre de restes qui sont souvent attribuables avec incertitude aux angiospermes. Par exemple, à gauche, une renoncule. Alors, on l'a attribué une renoncule parce qu'elle ressemble à une renoncule actuelle avec des feuilles laciniées et des éléments flotteurs. Mais malheureusement, il n'y a pas de fleurs. Il y a des restes de feuilles qui ressemblent à des feuilles de nénuphar, que vous pouvez voir à droite, ou des inflorescences. Et alors, il y a une espèce, Montsechia vidali, pardon, il y a une espèce, Montsechia vidali, qu'on avait attribuée avec incertitude aux angiospermes et qui l'est maintenant. C'est un travail qui a été fait par des paléobotanistes lyonnais qui ont montré que à l'aisselle des petites feuilles, il y avait de vrais ovules, un ovule renversé, tel que vous pouvez le voir en bas et à droite. Et c'est probablement la plus ancienne plante aquatique connue aujourd'hui, attribuable avec certitude aux angiospermes, c'est-à-dire à partir du Berriasien. Alors, d'autres empreintes de plantes aquatiques ont été trouvées en Chine. Par exemple, cette plante qui a aucun périanthe et qui a des étamines et des follicules avec des graines à l'intérieur, avec une nervation de type lacinier qui a été comparée à des plantes aquatiques actuelles. Alors, si on regarde globalement un petit peu cette apparition par rapport aux périodes géologiques, alors qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer au départ qu'on a des plantes qui pourraient ressembler à celles du groupe Anita dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des plantes où parfois le périanthe n'est pas différencié, où il y a des tépales, il y a des étamines, des carpelles. C'est la première radiation, puis progressivement, avec la pollinisation, il y a une différenciation des bractées, des sépales, des pétales, des étamines, apparition au niveau des étamines d'éléments attractifs pour les insectes. Et c'est la radiation classique de toutes les angiospermes que l'on connaît.
avec l'intervention des insectes et de la pollinisation croisée. Alors maintenant, essayons de voir pourquoi ces angiospermes sont apparus, quels ont été les facteurs qui ont permis cette apparition et cette radiation très rapide. Alors tout d'abord, des facteurs biologiques. J'en ai listé un certain nombre. La biologie de la reproduction, la polyploïdie, la multiplication végétative, la création de nouvelles fonctions protéiques, le bois, des caractères non fixés, des capacités d'adaptation, la graine, la coévolution insecte-plante et j'ai mis une intelligence supérieure à celle d'autres plantes. Alors, tout d'abord, la biologie de la reproduction. Alors, il y a différents éléments qui ont pour but de faciliter la fécondation croisée. Donc, l'innovation génétique et donc favoriser la diversification des plantes. Alors, il y a la fermeture précoce du carpel, il y a des barrières biochimiques qui sont présentes entre les éléments mâles et femelles d'une même fleur. Il y a un problème de maturité différente des éléments mâles et femelles d'une même fleur, des fleurs unisexuées, avec obligation pour l'insecte de charrier le pollen sur une autre fleur. Et puis il y a aussi les modifications des pièces du périanthe. La polyploïdie aussi a été importante. C'est certainement un élément fondamental aussi dans cette diversification rapide. L'apparition de copies surnuméraires de gènes ancestraux, ainsi que la réorganisation des chromosomes ancestraux, ont induit une plasticité génomique à l'origine des nouvelles espèces végétales qui va favoriser leurs adaptations à l'environnement. La multiplication végétative. Je vous en ai parlé, notamment cette multiplication végétative qui joue un rôle important dans les milieux de sous-bois, c'est-à-dire la possibilité pour une tige, une feuille, une racine de régénérer toutes les parties qui lui manquent. Cette capacité, eh bien, elle est probablement en partie celle des premières plantes, premières angiospermes, et on en a elle a été évoquée par la théorie du Dark and Disturb. La création de nouvelles fonctions protéiques, c'est celle qui consiste grâce à certains corépresseurs, de créer de nouvelles fonctions qui vont permettre une meilleure adaptation des plantes à l'environnement. Le bois, c'est-à-dire les vaisseaux, puisque les angiospermes ont des vaisseaux, à la différence des gymnospermes qui ont des trachéides. Les fibres, le parenchyme. Le parenchyme, il joue un rôle très important. Ce n'est pas qu'un tissu de remplissage. Il favorise le stockage de l'eau. Il permet aussi, grâce à la production de peroxyde d'hydrogène, c'est-à-dire d'eau oxygénée, la polymérisation des synamylalcools qui vont être transformés en lignine. Et vous savez que la lignine est l'élément fondamental au niveau de la constitution des vaisseaux. Ce tissu de remplissage n'existait pas, ou très peu, chez les fougères et chez les conifères. Donc c'est probablement un élément qui a favorisé l'apparition des angiospermes. Alors les caractères non fixés, c'est des notions générales. Quand un groupe est peu différencié, c'est qu'il a eu une radiation très tôt. Les angiospermes ont une radiation tardive, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas encore en période de phase d'extinction. Les capacités d'adaptation. Alors ça, c'est très important puisque les angiospermes se sont adaptés à tous les milieux, ce qui peut expliquer leur développement important. Et on en a la preuve par des études qui ont été faites en paléobotanique, qui ont été faites sur des flores d'Europe sur à peu près 20 millions d'années. C'est des études qui ont été faites par des paléobotanistes lyonnais
qui ont utilisé la parcimonie de Wagner pour essayer de comprendre la phylogénie entre les paléobiocénoses et les paléoenvironnements. Et qu'est-ce qu'ils ont observé? C'est que au départ de leur apparition, les angiospermes avaient une prédilection pour le milieu aquatique ou le milieu proche de l'eau, et ils étaient en concurrence avec d'autres végétaux, comme les fougères et les conifères, et que progressivement, au fur et à mesure on monte dans la série, eh bien, ils vont sortir de ces milieux proches de l'eau pour conquérir le milieu terrestre. Alors, il y a des études qui ont été faites sur des reconstitutions paléophytosociologiques pour montrer les relations entre les angiospermes et les autres groupes et montrer à la fois leur prédilection de ce milieu aquatique ou proche de l'eau et du milieu terrestre. La graine. La graine, c'est quand même un élément qui est fondamental de survie des espèces. Vous savez qu'elle peut vivre plusieurs années. On entend parfois des choses diverses sur la longueur, sur la viabilité de ces graines. Néanmoins, cette graine, elle contient un matériel génétique différent et elle peut rester viable pendant de nombreuses années et subir les aléas climatiques et de ce fait-là, pouvoir continuer à se développer. Alors la coévolution insectes-plantes, on en a parlé, on en parle encore. Vous savez que les insectes visitent les fleurs, que dans la flore européenne, par exemple, 80% des espèces sont pollinisées par les insectes, 20% par le vent. Alors on s'est posé la question, pourquoi les insectes visitent les fleurs? Pour se nourrir, naturellement, du nectar, liquide sucré qui est émis par les glandes, les nectaires, aussi parfois se nourrir du pollen. Ils sont variés, qui a une évolution parfois très étroite, une coévolution entre certaines fleurs, comme ces fleurs d'orchidées, où une espèce d'insecte va pouvoir féconder et polliniser une seule espèce d'orchidée. On a donc pensé que la diversification des flores avait entraîné celle des insectes. En fait, les fleurs, naturellement, elles peuvent être très discrètes. Si on prend les fleurs de bougainvillier, vous savez que ce sont surtout les bractées très colorées qui sont attractives des insectes. Que les insectes ne vont pas forcément que pour polliniser les plantes. Ils y vont parfois aussi pour y trouver un logement. C'est le cas de ces fourmis qui vont se loger chez cette orchidée. Que cette relation avec les plantes, elle n'est pas l'exclusivité des insectes. Il y a des oiseaux qui pollinisent des fleurs. On a trouvé, par exemple, dans l'estomac d'un dinosaure, que vous avez au milieu de la diapositive, des ovules de ginkgo. Donc, il allait consommer le ginkgo. Que la pollinisation par les insectes, elle est connue sur des groupes qui sont apparus avant les angiospermes, comme à droite les cycas, où il y a des petits coléoptères qui vont réaliser la pollinisation. Néanmoins, quand on regarde l'apparition de ces insectes, on s'aperçoit, et vous avez ici, en fonction des périodes géologiques, on voit que dès le Trias, diptères, lépidoptères, hyménoptères, coléoptères étaient déjà bien diversifiés, et en tout cas bien diversifiés avant même le Crétacé moyen, date, disons, d'apparition des angiospermes. Donc, c'est plutôt la diversité des insectes qui a favorisé la diversité des plantes à fleurs et en réalisant la fécondation croisée. Alors, la communication entre espèces plus efficace que celle d'autres groupes végétaux, on en parle beaucoup à l'heure actuelle. Peut-on dire que les angiospermes sont plus intelligentes ou ont une intelligence supérieure
à celle des autres groupes végétaux. Ce qu'il y a de sûr, c'est que cette communication, elle est connue au niveau des feuilles, au niveau du système racinaire, notamment par l'intervention des champignons, les mycorhizes, qui vont jouer un rôle très important dans la communication cellulaire entre même espèces et même entre espèces différentes. Donc là, je pense que c'est tout un aspect qui est actuellement développé par un certain nombre de groupes de recherche, et il y a des observations certainement très intéressantes à entendre. Alors maintenant, bien sûr qu'il y a, mis à part les facteurs biologiques, des facteurs géologiques. Et cette période du Crétacé moyen, c'est une période qui est extrêmement très importante parce qu'il y a un bouleversement un petit peu avec des déplacements importants de plaques tectoniques, l'émersion de certains plateaux continentaux avec une karstification importante, des épanchements volcaniques aussi qui se sont manifestés. Il n'y a qu'à penser par exemple au plateau du Hotong à Java, avec 1 million de kilomètres carrés de lave, les trappes du Raj Mahal en Inde, avec près de 2 millions de kilomètres carrés de lave, le plateau des Caraïbes, le plateau des Kerguelen, etc. Donc tout ceci a forcément entraîné des perturbations, et je pense que ces perturbations, elles ont été critiques pour certains groupes végétaux comme les conifères et moins pour les angiospermes. Alors si on regarde au niveau de la paléogéographie, à la fin de l'ère secondaire, on voit l'importance des masses océaniques, deux masses continentales très développées, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, et sont dans les zones favorables au niveau climatique, qui sont présentées ici, que l'on a les conditions les plus favorables de climat un peu chaud et humide pour l'apparition des angiospermes. Les climats qu'on appelle les climats tropophiles qui sont favorables. Alors en vert sont les climats favorables, en rouge ce sont les déserts. Ces angiospermes ont pu se développer probablement au départ dans des milieux relativement bas, avec un climat favorable, dans des sortes de vasières d'eau douce ou saumâtre qui pouvaient être inondées ou se dessécher progressivement. Alors on a fait des comparaisons avec, par exemple, le désert, le lac salé de l'Utah aux États-Unis. C'est 4000 mètres carrés de surface avec un niveau de l'eau qui peut aller de 0 jusqu'à 4 mètres. Et dans ces niveaux de vasières, il semble que certaines plantes soient particulièrement favorisées pour leur apparition et leur développement. Sont des avantages probablement de certaines plantes, notamment la petite taille, la néoténie. Et c'est dans ces milieux que probablement les premières plantes ont dû apparaître. Alors, ces milieux de vasières expliquent aussi l'étonnante similitude d'aspect des nymphéales, c'est-à-dire nénuphars et autres plantes, et des monocotylédones primitives, ainsi que la précocité des radiations de ces dernières. Alors, dans ces milieux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Crétacé inférieur, il y avait d'autres plantes qui sont connues et qui ont réalisé une pseudo-angiospermie, mais pas sur des ovules. Ces plantes sont connues. À l'heure actuelle, on les connaît, ce sont des Marsilea, mais on les connaît dès le Crétacé inférieur. Ce sont des plantes proches de fougères. Et vous voyez que les spores, qui sont des gros spores, des mégaspores, sont enfermés dans un élément clos. Donc j'en reviens toujours à la même notion, que cette notion d'angiospermie a apparu dans tous les groupes à différentes périodes géologiques, qu'il y a eu des essais, et que l'essai réussi, c'est celui des plantes à fleurs, c'est-à-dire des angiospermes. Alors il y a eu une radiation adaptative qui est extrêmement surprenante, puisque le nombre d'espèces connues
au Crétacé supérieur est très importante. Ces plantes ont donc assuré la conquête de tous les milieux et probablement un certain nombre de facteurs ont joué un rôle. L'organisation de la flore, mais aussi la fécondation croisée qui a permis cette diversité génétique. Donc les plantes ont conquis tous les milieux, aussi bien les milieux désertiques que les milieux plus humides, avec différents types biologiques. C'est la force des angiospermes. Si les conifères ont disparu ou disons sont passés à 750 espèces aujourd'hui, c'est probablement parce que ces conifères n'ont pas su s'adapter aux nouvelles conditions et qu'ils ont développé qu'un seul type biologique qu'on appelle le type phanérophyte. Alors, ces types biologiques, dans une même espèce, peut être différents. Vous avez par exemple une agave ici, un aloès ici, qui présente différents types biologiques. Le type biologique au niveau de la flore peut s'accompagner aussi avec une richesse du développement foliaire. Donc on voit que tout ceci a favorisé la radiation des angiospermes. Alors pour terminer un petit peu en guise de provocation, peut-on dire que les plantes à fleurs sont en danger? Alors c'est sûr que l'homme intervient dans l'évolution de la biodiversité en transformant le milieu, en altérant la distribution des espèces, en modifiant les espèces elles-mêmes, puisqu'on parle d'une nouvelle période géologique qui est celle qui est appelée, avec l'intervention de l'homme, anthropocène. L'homme prend l'évolution à son compte, il la dirige, la conduit selon sa volonté et ses besoins. L'histoire de la vie est désormais entre ses mains. Le milieu est modifié, la nature, on peut dire, réduite en servitude. La flore et la végétation du globe ont plus changé en 20 siècles qu'au cours du dernier million d'années. De nombreuses flores, races ont jailli des mains de l'homme. Mais des espèces précieuses sont détruites, des forêts, comme vous le savez, saccagées, des équilibres perturbés. Les effets du changement climatique permettent de pronostiquer des taux d'extinction très élevés, aussi bien de la biodiversité animale que végétale. Et au niveau des végétaux, on peut estimer qu'entre 2000 jusqu'à 10 000 espèces par an peuvent être détruites. L'homme entraîne dans son sillage toute l'évolution biologique. On est confronté à une crise d'extinction en masse. La 6e crise d'extinction n'est pas un mythe, mais une réalité. Je pense que les plantes à fleurs sont en danger si on n'y prend pas garde.